Bienvenue dans l'analyse. Notre discussion aujourd'hui s'appuie sur un document vraiment fascinant. Il détaille une initiative citoyenne pour l'Algérie qui s'appelle Give Back to Algeria. L'idée centrale, c'est de mobiliser 1,5 million de contributeurs, surtout de la diaspora, pour qu'ils versent 25 euros par mois pendant 7 ans et demi. Et l'objectif, c'est de financer un programme de développement national, mais absolument massif. Ça va de la création de chaînes de supermarchés jusqu'à la construction de réseaux de bus électriques. Oui, et la question qui se pose donc est assez claire. Est-ce qu'on a affaire à un modèle de développement citoyen qui est, disons, pragmatique et réalisable, ou bien au contraire à une vision tellement grandiose que son échelle et sa complexité la rendent fondamentalement utopique? Exactement. De mon côté, je vais soutenir que ce plan, bien qu'il soit visionnaire, est remarquablement bien structuré et, je pense, capable de transformer durablement le pays. Et pour ma part, je défendrai l'idée que, malgré des intentions qui sont plus que louables, l'ambition démesurée du projet et sa complexité opérationnelle soulèvent de très très sérieux doutes sur sa faisabilité dans le monde réel. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, la force de Give Back to Algeria, c'est que le projet, il se présente comme une réponse presque chirurgicale aux problèmes structurels du pays. Je parle du manque de logements abordables, des chaînes logistiques qui sont défaillantes, le manque d'emploi. Le plan, il est bâti sur un modèle citoyen, avec une gouvernance qui se veut transparente, un réinvestissement systématique de tous les bénéfices et des protections juridiques contre la corruption. La planification est d'une densité assez rare. On parle quand même d'une levée de fonds de 3,375 milliards d'euros, avec des bénéfices projetés de plus d'1 milliard sur 5 ans et demi. Tout est décomposé. Il y a une structure de répartition des projets, le fameux PBS qui découpe chaque grand objectif en tâches gérables, et puis un plan de déploiement par phase. D'abord au niveau de la wilaya, ensuite de la daïra, et enfin de la commune. Et surtout, il y a cette structure de gouvernance à deux têtes. D'un côté, une association à but non lucratif qui garde la mission, et de l'autre, une société d'exploitation qui exécute, qui est conçue pour garantir à la fois l'intégrité et l'efficacité. C'est un projet qui veut transformer la bonne volonté collective en résultats concrets, en complément de ce que fait l'État. Je vois l'élégance du modèle sur le papier, vraiment. Mais c'est précisément cette échelle, cette ambition de tout faire en même temps qui me semble être sa plus grande faiblesse. Soyons clairs, hein, il ne s'agit pas de lancer un projet, il s'agit de créer de toutes pièces et simultanément des dizaines d'entreprises nationales dans des secteurs qui n'ont en fait rien à voir les uns avec les autres. On parle de grande distribution, d'hôtellerie, de logistique, de transport en commun, de culture. Chaque domaine requiert une expertise pointue. Ensuite, il y a les projections financières. Le document applique une marge bénéficiaire uniforme de 20% à tous les projets. Et c'est là qu'on touche à un point, je pense, fondamental. Le plan traite une bibliothèque publique comme un supermarché. En appliquant une marge de 20% aux deux, il ignoble une réalité économique de base. L'un est une entreprise commerciale, l'autre est un service à vocation sociale. Cette simplification, pour moi, elle fragilise tout l'édifice financier. Et enfin, la complexité logistique. Coordonner autant de chantiers dans 69 wilayas. L'entité qui est censée gérer tout ça, à la Mana Development, elle devrait être une sorte de multinationale avec des experts de classe mondiale dans 12 secteurs différents, et ce, dès le premier jour. Est-ce que c'est réaliste? Pour moi, la question est posée. Alors, sur le modèle financier, je ne suis pas d'accord. Le calcul 1,5 million de personnes qui versent 25 euros, c'est bien plus qu'une simple levée de fonds. C'est un acte symbolique qui est extrêmement puissant. Le document le relie d'ailleurs explicitement à l'hommage aux millions et demi de martyrs de la Révolution. Ça crée un engagement moral, un sentiment d'appropriation collective qui dépasse de loin la simple transaction financière. Ce n'est pas un don, c'est une contribution à une œuvre nationale. Le symbole est puissant, je vous l'accorde. Mais est-ce que le symbole suffit à garantir la discipline financière d'1,5 million de personnes pendant presque 8 ans? La fatigue du donateur, ce n'est pas une théorie. C'est un phénomène bien réel, surtout quand les résultats concrets, au niveau local, mettront des années à apparaître. La patience des gens a des limites, même avec le meilleur symbole du monde. Mais le modèle anticipe cela, justement. Il ne dépend pas éternellement des dons. L'objectif, c'est l'autosuffisance, qui est atteinte grâce au réinvestissement systématique des bénéfices. C'est ça la clé, c'est ce qui crée un cycle de croissance vertueux et durable. Quant à votre critique sur la marge de 20%, elle ignore le concept de portefeuille. L'idée n'est pas que chaque projet soit rentable à 20%, c'est la performance globale qui compte. Les projets très rentables, comme les supermarchés ou les hôtels, sont conçus pour subventionner les projets à vocation sociale, comme les bibliothèques ou les piscines. C'est un système de péréquation interne ensemble. Hmm.
Ce modèle de subvention croiselée est séduisant, mais il est aussi très, très fragile. Il repose entièrement sur l'hypothèse que les projets commerciaux seront aussi rentables que prévu. Appliquer une marge de 20% à une chaîne de supermarchés, c'est déjà ambitieux dans un marché concurrentiel. Mais l'appliquer à des centaines de bibliothèques ou de piscines publiques, dont le document lui-même admet que les revenus proviendront d'événements et d'adhésions, là c'est de l'optimisme pur. Que se passe-t-il si les supermarchés ne dégagent que 10% de marge à cause de la concurrence, ou si les revenus des projets sociaux sont inférieurs de 50% aux prévisions, ce qui est tout à fait plausible? Le château de cartes s'écroule. L'ensemble du modèle financier repose sur une hypothèse uniforme qui, à mon sens, ne résiste pas à l'épreuve des réalités de chaque secteur. Passons alors à la faisabilité opérationnelle, parce que le plan répond justement à cette crainte de l'échec en cascade. L'implémentation par phase est une approche pragmatique pour gérer cette complexité. L'idée, ce n'est pas de tout construire partout tout de suite. La première phase, c'est une unité de chaque projet par wilaya. C'est une sorte de projet pilote, mais à l'échelle nationale. Ça permet de tester les modèles, d'apprendre du terrain, de corriger les erreurs et de perfectionner les processus avant de passer à l'échelle supérieure au niveau des daïras et des communes. C'est une approche itérative et prudente. Attendez, une phase pilote, d'accord. Mais une phase pilote dans chaque wilaya pour chaque projet en même temps, il faut prendre la mesure de ce que ça signifie. Dès la deuxième année, d'après le document, il faudrait lancer simultanément 69 supermarchés, 69 hôtels, 69 bibliothèques, 69 réseaux de bus, et j'en passe, dans tout le pays. Concrètement, ça veut dire trouver 69 terrains adéquats, négocier 69 acquisitions, obtenir 69 permis de construire, recruter 69 équipes de direction compétentes, et ça pour chaque type de projet. Ce n'est pas un pilote, ça. C'est un déploiement national instantané déguisé en pilote. C'est une entreprise logistique et humaine absolument titanesque. Mais c'est précisément là que réside le génie du plan de terre. C'est une approche intégrée, un écosystème. On ne peut pas juste construire des supermarchés dans un désert logistique. Les supermarchés ont besoin des centres logistiques pour être approvisionnés. Les hôtels et les commerces ont besoin des nouveaux réseaux de transport et des parkings pour que les clients viennent. Chaque projet renforce les autres. C'est cette synergie qui est au cœur du modèle. L'un ne va pas sans l'autre. Pour gérer ça, le plan prévoit un projet dédié à la logistique avec un budget de 320 millions d'euros, justement pour créer l'épine dorsale qui soutiendra tout le reste. Un écosystème ou un château de cartes? C'est toute la question. Si un seul élément majeur, comme la logistique, prend du retard, et dans un projet de cette ampleur, des retards sont inévitables, c'est tout le reste qui est paralysé. Un supermarché sans centre logistique fonctionnel ne sert à rien. Un réseau de bus sans parking bien placé crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Cette interdépendance, que vous présentez comme une force, est pour moi un risque systémique majeur. Le risque de dispersion des ressources et de l'attention managériale est énorme. En voulant tout faire en même temps, on risque de ne rien faire de bien. Une approche plus ciblée, se concentrer sur un ou deux secteurs pour commencer, ne serait-elle pas beaucoup plus sage? Ce serait peut-être plus sage, oui, mais ce serait moins transformateur. L'ambition du projet est justement de créer un choc systémique positif. Et pour piloter cet ensemble, la gouvernance est essentielle. C'est le troisième point. La structure à deux entités est à mon sens une innovation brillante. D'un côté, l'association à but non lucratif, la gardienne du temple, qui protège la mission et les valeurs de l'initiative, la maintenant à l'abri des pressions. De l'autre, la société d'exploitation qui se concentre sur une exécution professionnelle et efficace des projets. Et comment cette structure interagit-elle avec l'État russe? C'est là que le bas de blesse, à mon avis. Le document est très clair là-dessus. Il établit un principe de coopération sans compromis. L'idée, c'est d'utiliser des protocoles d'accord, des Memorandum of Understanding, avec les organismes publics, pour clarifier les rôles et les responsabilités. Ça permet à l'initiative d'être un partenaire crédible et transparent pour l'État, en mobilisant des ressources citoyennes de manière apolitique et structurée. Coopération sans compromis. C'est une belle formule, mais elle me semble terriblement idéaliste. On parle d'un projet qui, par nature, dépendra entièrement de l'accès aux fonciers, aux permis de construire, aux licences d'exploitation et à des dizaines de réglementations différentes. Et ce, dans 69 juridictions administratives distinctes. Le projet sera inévitablement enchevêtré dans la bureaucratie et la politique, que ce soit au niveau local ou national. Imaginez la réalité sur le terrain. Vous avez besoin d'un permis de construire à Tamanrasset et d'un autre à Oran.
Vous pensez vraiment que les processus, les interlocuteurs, les pressions politiques seront les mêmes? Multiplier ce casse-tête par 69 wilayas et par une quinzaine de types de projets, c'est un cauchemar administratif et politique en puissance. Le plan ne nie pas cette réalité. Il propose un cadre pour la gérer. L'idée est de dire aux autorités locales: nous amenons des milliards d'euros d'investissements citoyens et nous créons des centaines de milliers d'emplois. Aidez-nous à faciliter les procédures, dans un cadre transparent et défini par un protocole d'accord. C'est un levier de négociation puissant. La nature apolitique et citoyenne du projet est justement son meilleur bouclier contre les pressions. Ou sa plus grande vulnérabilité. Une entité qui se veut totalement indépendante peut être perçue comme une menace ou, au mieux, comme un corps étranger difficile à intégrer. Comment une structure citoyenne, même bien intentionnée, peut-elle maintenir son agilité et son indépendance face à un appareil d'État aussi complexe? Le risque de retard interminable, d'obstacles réglementaires imprévus ou de pression politique pour orienter les investissements ou les recrutements me paraît immense. Je crains que le principe de coopération sans compromis ne se transforme en pratique en paralysie par compromis. En conclusion, je reste convaincu que Give Back to Algeria est une initiative ambitieuse, mais dont la planification est à la hauteur de l'ambition. Sa force, c'est sa structure détaillée, sa gouvernance pensée pour protéger la mission et cette vision puissante de l'action citoyenne. Les défis que vous soulevez sont réels, je ne le conteste pas, mais le plan les anticipe avec une mise en œuvre progressive et des cadres opérationnels clairs. Il offre une voie tangible pour transformer le potentiel d'une nation en une réalité mesurable. Et pour moi, la plus grande qualité de cette initiative, sa vision globale et intégrée, est aussi, je le crains, son potentiel défaut fatal. La complexité opérationnelle est vertigineuse, les hypothèses financières sont uniformes et bien trop optimistes, et la navigation dans l'appareil d'État à une telle échelle est un défi immense. Tout cela crée un risque d'échec très élevé. La valeur de ce plan réside peut-être davantage dans l'aspiration qu'il représente, dans le débat qu'il suscite, que dans son application pratique telle qu'elle est décrite. C'est un magnifique manifeste, mais un plan d'affaires extrêmement risqué. Nous sommes au moins d'accord sur un point. Ce document soulève des questions fondamentales sur le rôle des citoyens dans le développement de leur pays. Notre discussion a mis en lumière cette tension permanente entre une grande vision intégrée qui cherche à tout transformer d'un coup et une approche peut-être plus modeste, plus ciblée et progressive. Absolument. Et que l'on considère ce plan comme un modèle réalisable ou une noble utopie, il offre une base de réflexion extraordinairement riche. Il nous force à nous demander comment mobiliser l'énergie collective pour le bien commun. Et le débat sur la meilleure façon d'y parvenir, lui, ne fait que commencer.